Bienvenue pour cette exploration des sources sur Juba II et Cléopâtre Séléné II. Bonjour. Oui, un couple royal assez unique qui a régné sur ce qu'on appelait la Maurétanie antique. Oui, le Maroc et l'Algérie actuelle en gros. On s'appuie sur quoi aujourd'hui? Des articles de recherche? Des pages d'encyclopédie? C'est ça. L'idée, c'est de comprendre un peu comment ce roi, numide, mais élevé à Rome, et cette princesse égyptienne, la fille de Cléopâtre quand même. Et de Marc-Antoine? Exactement. Comment ils ont géré ce royaume. Il y a une ironie folle, non? Les enfants des vaincus, élevés par Octavie, la sœur du vainqueur, Auguste. Tout à fait. Et puis Rome les place à la tête d'un royaume clé. On va voir comment ils ont navigué entre leurs origines et leur allégeance forcée ou choisie à Rome. Alors commençons par leur début. Juba II donc. Oui, Juba II, fils de Juba I. Le père était allié de Pompée, donc ennemi de César. Défaite à Thapsus, Juba II se retrouve orphelin, jeune. Et hop, direction Rome. Mais pas comme un prisonnier lambda, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Il est pris en charge par Octavie. C'est là qu'il reçoit cette éducation incroyable qui fait de lui le rex litteratissimus, le roi très lettré. Il devient même citoyen romain. Et pendant ce temps, Cléopâtre Séléné II, fille de Cléopâtre VII et Marc-Antoine. Elle naît vers 40 avant Jésus-Christ. C'est ça. Et après la défaite et le suicide de ses parents en 30 avant Jésus-Christ, elle est aussi orpheline. Et devinez qui l'élève? Octavie, évidemment. C'est presque trop parfait. La dernière descendante connue des Ptolémées. Voilà. Deux destins incroyables qui se croisent chez Octavie. Et Auguste, qui arrange leur mariage vers 25 avant Jésus-Christ. Clairement politique. Ah oui, un coup de maître politique. Juba II reçoit la Maurétanie, un territoire immense, agrandi même. En échange, la Numidie, le royaume de son père, devient province romaine. Et la Maurétanie, c'est la dot de Cléopâtre Séléné. Un roi romanisé, une reine égyptienne, pour un royaume africain sous contrôle romain. C'est exactement ça. Et ils prennent leur rôle très au sérieux. Ils fondent une capitale, ou plutôt ils transforment Iol, un ancien comptoir phénicien. Oui, ils la renomment Caesarea, Cherchel aujourd'hui en Algérie, et là c'est le grand projet architectural. Les sources parlent d'une enceinte énorme, la plus longue du monde romain apparemment, 7 kilomètres. Plus théâtre, amphithéâtre, temple, palais, bibliothèque. Oui, un développement urbain majeur. Et ce mélange architectural, c'est fascinant. On y trouve du grec, du romain, de l'égyptien, et sans doute du numide local. C'était juste pour faire joli ou il y avait une stratégie derrière? Sans doute un peu des deux, mais surtout une stratégie, je pense. Appeler la ville Césarea, c'est un message clair de loyauté à Auguste. D'accord. Mais intégrer tous ces styles, c'était peut-être une façon de dire « Ok, on respecte Rome, mais on a aussi notre propre héritage, multiple. Une identité maurétanienne en construction, quoi. » Une sorte de communication par l'architecture. Et Juba II, ce roi érudit. Ah, lui, c'était quelque chose. Polyglotte, grec, latin, punique. Il a écrit des tas de livres sur histoire géo, botanique, art. Malheureusement, tout est perdu. Ah oui, c'est dommage ça. Mais on a des citations chez Pline, Plutarque. Oui, heureusement. Il a même financé des explorations comme aux îles Canaries. Le nom viendrait des grands chiens, canis, qu'ils y auraient trouvés. Incroyable. Il s'intéressait même à l'euphorbe, une plante. Et il croyait que le Nil prenait sa source dans l'Atlas. Bon, ça, c'était une erreur. Mais ça montre sa curiosité. Il attirait des savants, des artistes à sa cour à Césarea, un vrai foyer culturel. Et Cléopâtre Séléné dans tout ça. Elle n'était pas juste la femme du roi. Ah non, certainement pas. Son influence égyptienne est visible. Elle a dû jouer un rôle clé dans l'administration, le développement économique. Comme par exemple. On pense au commerce de la pourpre, très recherché à Rome, ou au développement d'autres villes comme Volubilis, Tingis, l'actuel Tanger. Et puis, son portrait fait sur les monnaies, à côté de Juba. Ça montre bien son statut de reine active. Donc un couple puissant, culturé, loyal à Rome. Mais cette loyauté, elle passait bien localement. Il y a eu des révoltes, non? Les Gétules. Oui, c'est là toute l'ambiguïté. Pour Rome, c'était des alliés parfaits. Leur royaume prospérait grâce aux exportations vers l'Empire, mais pour une partie des populations locales, berbères notamment, ils pouvaient être vus comme les agents de Rome. Des instruments de la romanisation. Exactement. Facilitant l'exploitation des ressources, changeant les modes de vie. Les révoltes des Gétules, ça montre bien cette résistance. Ils devaient sans cesse ménager la chèvre et le chou, quoi. Un exercice d'équilibriste. Et cet équilibre a fini par se rompre. Cléopâtre Séléné meurt assez jeune, vers 5 après Jésus. Oui, on ne sait pas exactement comment, certains disent pendant une éclipse de lune, mais bon. Elle est enterrée avec Juba II dans ce mausolée magnifique près de Tipaza. Le fameux tombeau de la chrétienne,
qu'on appelle à tort comme ça, mais que les locaux appelaient déjà tombeau de la Romaine. C'est intéressant que ce soit cette identité romaine qui reste. C'est très révélateur, oui. Juba II, lui, continue de régner seul pendant presque 20 ans encore. Il s'est peut-être remarié brièvement avec une certaine Glaphyra de Cappadoce. Il meurt en 23 après Jésus-Christ. Et c'est leur fils, Ptolémée de Maurétanie, qui prend la suite. Oui, et il continue la politique de ses parents. Allié fidèle de Rome, il aide même l'empereur Tibère contre le rebelle Tacfarinas. Le royaume reste prospère sous son règne. Il semblait bien parti. Trop bien parti peut-être. La fin est brutale pour lui. Ah oui, très brutal. Vers 40 après Jésus-Christ, il est convoqué à Rome ou peut-être à Lyon par son cousin, l'empereur Caligula. Et là, Caligula le fait assassiner. Pourquoi? La jalousie, on parle de son manteau de pourpre. c'est une des versions, oui. Caligula aurait été jaloux de la splendeur de son manteau lors d'un spectacle. Bon, c'est sûrement un prétexte. La vraie raison, c'était sans doute la richesse du royaume, l'envie de mettre la main dessus. Et cet assassinat provoque une révolte en Maurétanie. Exactement. Mené par un certain Édémon, un affranchi de Ptolémée. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y avait une loyauté envers cette dynastie. Mais Rome intervient. Oui, Rome réprime durement la révolte et en profite pour annexer purement et simplement le royaume. Il est divisé en 2 provinces romaines, la Maurétanie tinchitane et la Maurétanie césarienne. Fin de l'histoire pour ce royaume client. Quelle destinée quand même! D'enfants otages à Rome, ils deviennent ce couple royal cultivé, créant une sorte de synthèse culturelle unique. Oui, berbères, égyptiennes, grecques, romaines, tout ça mélangé. Pour finalement voir leur œuvre et leur lignée anéanties par ce même empire qui les avait en quelque sorte créés. C'est le paradoxe total, ils illustrent parfaitement ce syncrétisme culturel, mais aussi la difficulté, voire l'impossibilité, d'exister en tant que puissance autonome dans l'ombre de Rome à cette époque. Et ça nous laisse avec une grande question, non? Oui, celle des écrits perdus de Juba II. S'ils avaient survécu, qu'est-ce qu'on apprendrait? Comment est-ce que lui, et peut-être Cléopâtre Sélénée à travers lui, percevaient leur propre identité? Cet héritage si complexe, africain, égyptien, mais aussi romain par éducation et par alliance? Comment voyaient-ils leur rôle, l'avenir de ce Maghreb qui basculait complètement dans le monde romain? On ne le saura probablement jamais. Leur voix directe s'est tue. Et c'est vraiment dommage. Ça laisse un vide immense pour comprendre cette période charnière.